Donc, je ne sais pas s'il faut présenter José Bové. Hein. Non, c'est pas la peine. Deuxième question. Donc, alors, ce livre, Alimentation en otage. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir un livre de cuisine. Hein, c'est pas du tout un livre de cuisine. C'est pas un livre qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il vaut mieux manger, ceci ou cela. Mais c'est un livre qui, je dirais, est quand même dans la continuation du livre précédent. Dont le livre précédent, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, Hold Up à Bruxelles. Alors d'abord, ce titre, pourquoi l'alimentation en otage? Alors, le titre, il est assez simple, il veut dire déjà ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros, de la graine jusqu'à l'assiette, l'alimentation n'est plus contrôlée ni par les paysans, ni par les citoyens qui mangent. Et donc on se retrouve dans une situation où en fait il y a une espèce de rouleau compresseur des multinationales qui contrôlent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans le sens où depuis des années les multinationales essayent de prendre l'alimentation pour faire du business, mais aujourd'hui on est dans une situation où vraiment l'ensemble de la chaîne est contrôlé par les plus grandes multinationales. Alors ça peut donner une impression un peu désespérée. Oui, moi c'est un peu. En réalité, on se rend compte que les choses sont en train de bouger, qu'elles peuvent bouger, et qu'on peut arriver à complètement modifier cette logique-là. Simplement, pour ça, il faut un peu se mobiliser. Alors, collectivement, mais je dirais aussi individuellement. Moi, je pense chacun peut choisir la façon dont il mange. Et c'est quand même encore. Il faut que ce soit marqué sur les boîtes. Il faut non, mais tu n'es pas obligé d'acheter des boîtes. Voilà, c'est ça. Ah oui. C'est juste ça, quoi. Hein, tu peux acheter des légumes, tu peux acheter de la viande, tu peux acheter des œufs, tu peux acheter plein de choses. Et puis tu fais de la cuisine. Je veux dire, tu prépares les choses. Si tu achètes des boîtes, si tu achètes des trucs tout faits, bien évidemment. Là, pour le coup, c'est. En gros, tu acceptes d'être aliéné à ces entreprises. Donc il y a un choix individuel. Le développement des circuits courts, le développement de la filière bio, puis ensuite des circuits courts, des marchés paysans qui se développent, c'est quelque chose qui est d'abord un acte de résistance et en même temps un choix de citoyen. Alors on me dit c'est pas possible partout, d'abord j'en sais rien, je vois pas pourquoi. Et donc ça peut se développer de manière beaucoup plus large. Puis après on peut avoir des réseaux aussi de magasins qui s'approvisionnent. Donc ces choix-là, donc c'est toute la chaîne qui doit être reconstruite. Aujourd'hui il y a quand même deux entreprises qui contrôlent la planète sur la distribution. C'est Walmart qui est la plus grosse entreprise américaine, qui est 10 fois plus grosse en chiffres que Carrefour, qui est la deuxième. Mais eux deux, ils sont sur l'ensemble des continents. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc voilà. Et après, on se retrouve dans un système complètement piégé. Donc, est-ce qu'on veut rentrer là-dedans ou est-ce qu'on se le réapproprie? Et aujourd'hui, comme il y a eu cette contestation sur les OGM transgéniques, ceux qu'on a connus, sur lesquels on s'est battu quand même pendant des années, ils utilisent maintenant les nouvelles techniques, qui sont au nombre de 7, 8, 9, ça évolue tous les jours. Ils ont mis en place un certain nombre de nouvelles technologies pour pouvoir faire la même chose, mais sans apporter un gène extérieur. Donc ils modifient le génome, ou une partie des gènes, en faisant muter un gène pour le rendre résistant à un herbicide. Le seul problème, c'est que ça ne rentre pas dans la classification des OGM. Ce qui fait qu'aujourd'hui en France, sans que les gens le sachent, il y a 120 000 hectares de tournesol OGM et 20 000 hectares de colza qui ne sont pas étudiés, sur lesquels il n'y a aucune étude particulière, aucune demande d'autorisation, et c'est sans aucune législation. Donc c'est un truc incroyable. Moi j'ai plein de copains paysans qui aujourd'hui se retrouvent avec la maladie de Parkinson ou d'autres maladies qui ont été causées par les neurotoxiques. Donc on a une réalité, c'est une réalité. Plus les problèmes hormonaux, les perturbateurs endocriniens, on a des cocktails maintenant de molécules, de produits dont on n'a jamais testé le fait que même à faible dose, ces cocktails sont beaucoup plus puissants que ce qu'on aurait pu imaginer. Et parfois, ce sont moins les molécules que les solvants qui sont rajoutés. C'est ce qu'on a vu par exemple sur le Roundup. Sur le Roundup, ce qui rend encore plus dangereux le Roundup, c'est moins
le principe actif désherbant que le solvant qui lui permet effectivement de se diffuser beaucoup mieux dans la nature. Alors la grande force de ces firmes, ça a été d'être arrivé à vendre des produits de traitement, mais surtout à vendre la semence qui va avec le produit de traitement. Et c'est donc toute la question comment l'industrie de la chimie a contrôlé le marché des semences. On peut prendre la question des OGM par le bout de la recherche, mais la réalité, elle n'est pas du tout là. La réalité, c'est que l'industrie chimique qui avait des produits, qui risquaient de rentrer dans le domaine public parce qu'on arrivait en fin de brevet, comment on fait pour continuer des brevets quand ça rentre dans le domaine public? Eh bien, il faut rendre les gens captifs. La meilleure façon de les rendre captifs, c'est d'être capable d'introduire le principe actif de résistance dans la plante, et comme ça les gens ils achètent le kit total, la plante et le bidon qui va avec. Et donc nous au niveau européen on est en train de lancer aussi la bataille face à la Commission européenne et à l'Agence européenne sanitaire des aliments pour obliger à étudier, pour faire entrer toutes ces nouvelles technologies dans la législation. Parce que c'est invraisemblable aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où personne ne le sait. Et comme ce n'est pas identifié, eh bien on peut se retrouver avec des huiles de tournesol qui sont effectivement issues de ces technologies, qui sont des technologies OGM, mais pas transgéniques. Et alors en plus, quand on rajoute le problème de l'eau, qui devient de plus en plus aigu, on s'aperçoit que finalement, très rapidement, c'est invivable comme système. Le modèle agricole qu'on connaît ne passera pas le siècle. Voilà, c'est ça. Le modèle agricole qu'on a ne peut pas passer le siècle, c'est pas tenable. On n'arrivera pas à nourrir les gens et le sol va complètement mourir. Et un sujet que souvent n'est pas abordé, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le bouquin et j'ai sorti des chiffres parce que ceux-là sont absolument pas connus, c'est qu'en gros l'agriculture chimique elle est basée sur uniquement des ressources fossiles. Ouais, c'est ça. Alors il y a le pétrole, ça on voit bien, mais le pétrole ça sert aussi, le gaz ça sert à faire l'ammonitrate, donc les engrais azotés, et puis ensuite il y a la potasse et il y a le phosphate. Le problème du phosphate, c'est qu'on n'en a pas pour 100 ans encore. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'alternative dans ce cadre-là. Dans le cadre du modèle chimique, aujourd'hui on a un modèle qui est à bout de course. C'est-à-dire que ce qu'on dit pour le pétrole ou le gaz au niveau des énergies est encore beaucoup plus prégnant sur le modèle agricole. Aujourd'hui, notre modèle est complètement artificiel. Si demain il y a une grève dans les ports et que c'est une grève dure qui dure pendant un mois, eh bien, la moitié des élevages ferment. Les élevages industriels plient. Ce qui est logique. Hein. On est sur un modèle artificiel. Puis ensuite, il y a tout. Alors, ces cultures-là se font au détriment, bien évidemment, des cultures agricoles pour nourrir les gens sur place. Les petits paysans, on a tout détruit et il y a tellement de choses à revoir que je crois que c'est vraiment. J'ai peur que ce soit un peu trop tard. J'ai l'impression que le rouleau compresseur est vraiment en place. Donc, moi je crois qu'il faut à un moment arrêter de se dire qu'on ne peut rien faire. Chacun peut agir. Et là-dessus, il ne faut pas être. Je crois qu'il faut sortir de cette espèce de vision où des actions concrètes ne peuvent pas se mettre en place. Parce qu'on voit que les gens, quand ils se mobilisent, on est capable de gagner. Après, il faut s'engager sur des combats. Mais là, j'ai été très étonné. Alors, une pétition, ça ne fait pas grand-chose. Mais c'est révélateur. J'ai lancé l'autre jour une pétition, il y a 10 jours maintenant, contre les fermes industrielles. C'est dit, on va lancer un ballon, on va voir comment va réagir le ministre de l'Agriculture. En 10 jours, on a dépassé les 200 000 signatures. Comme ça. Ça a été un truc complètement incroyable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à agir. Donc moi, je dis, il faut faire pression sur les élus. Il ne faut pas les lâcher d'une semaine. Au mois de décembre, tous les éleveurs bio ont reçu une lettre en leur disant « Vous allez toucher au printemps l'enveloppe avec une somme pour le maintien de l'agriculture biologique, pas pour la reconversion, mais pour ceux qui sont en agriculture biologique déjà, donc qui est une aide au maintien, et donc une prime annuelle pour ceux qui sont déjà en bio. » Et bien là, ils viennent de recevoir un deuxième courrier, l'aide est baissée de 25%. Et l'enveloppe qui va à la bio est réduite. Et c'est européen ou c'est national? C'est national. C'est la façon d'appliquer au niveau national la politique européenne.
Moi, je sais que quand j'étais encore à l'époque paysan avant d'être député, aux élections de chambre d'agriculture, quasiment un paysan sur deux se retrouvait dans l'opposition. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas une vision monolithique avec une poignée de Mohicans qui étaient sur le Larzac. Donc c'est important de le savoir. Mais là aussi, les communes peuvent travailler sur les gestions foncières, effectivement, au niveau d'un canton, essayer de faire des réserves foncières pour pouvoir construire l'avenir. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et en même temps, on voit que dans beaucoup de départements aujourd'hui, le modèle d'installation ne fonctionne plus, puisqu'on a à peu près 60% des installations qui se font en dehors des cadres du ministère ou de la banque, où les gens disent on s'installe et on se fout complètement de 60%, plus de 60%, c'est colossal. Et il y a des départements, ça est en train d'augmenter beaucoup plus encore. Donc il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire. Donc moi je pense que là c'est quand même, c'est nouveau, c'est intéressant, il y a des perspectives.